Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce conseil de quartier duplex La Motte Piquet. Écoutez, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là dans cet exercice de démocratie participative. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer ce conseil qui aura ce soir deux thèmes principaux. Nous allons parler tout d'abord du projet Tour Eiffel. Et oui, encore lui. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de l'aménagement de la rue, donc j'ai oublié le nom. Schützenberg. Un nom que je n'arrive pas à prononcer. La rue Schützenberg. Schützenberg. Voilà. Donc sans plus attendre, comme nous devons rendre la salle quand même avant 21h, nous aurons largement le temps d'évoquer ces deux sujets, vous aurez largement le temps de parler aussi, de poser des questions. Je vais laisser la parole tout d'abord à Jacques-Henri Semel, l'adjoint de quartier. Et ensuite, Madame Agnès Séverin prendra la parole pour introduire le sujet de la Tour Eiffel. Oui, donc bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir, qui témoigne de votre intérêt pour ce sujet, notamment du projet One, qui nous mobilise depuis des mois maintenant, voire des années. Je prends la parole d'abord pour regretter malheureusement, comme lors de notre dernière réunion, l'absence des services de la ville de Paris, qui ont été dûment invités il y a un mois, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc nous avons proposé évidemment de déplacer la réunion à n'importe quelle autre date du mois de mars, mais ça n'était pas non plus possible. Donc c'est la deuxième fois que la ville n'est pas disponible sur ce sujet pourtant important. Et j'ajoute d'ailleurs qu'à l'issue de la PPVE dont nous avions parlé en novembre, une réunion publique devait être organisée pour présenter justement à l'ensemble de la population les résultats de cette consultation qui a mobilisé plus de 6000 personnes. Cette réunion publique, ce rendez-vous avec les Parisiens n'a pas davantage été organisé. Donc je termine ce petit préambule en disant simplement que cette politique de la chaise vide sur un projet aussi important est quand même extrêmement regrettable, même si effectivement, mois après mois, on constate que l'opposition à ce projet est de plus en plus large. Qu'il s'agisse des associations, des comités de riverains, des Parisiens en général, des élus des 3 arrondissements. Et donc, il aurait été souhaitable que nous puissions avoir des réponses à toutes les questions que nous nous posons. Et il y en a beaucoup, alors même que le chantier est censé commencer dans quelques semaines. Voilà, donc ce que je souhaitais dire, mais je vais passer la parole à Madame Agnès Séverin, parce qu'elle a été à la fois témoin et actrice des derniers développements de ce dossier au Conseil de Paris. Merci beaucoup à Jacques-Henri et à Olivier. Et vous dire que mon premier mandat d'élu, c'était présider le conseil de quartier. Et je peux vous dire que vraiment, vous avez la chance d'avoir un adjoint de quartier qui est extrêmement impliqué, investi, précis dans ce conseil de quartier. Honnêtement, je vous le dis, ce n'est pas le cas de tous les adjoints. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir, je tiens à lui redire, parce qu'il fait un travail particulièrement excellent dans tous les sujets qui touchent aussi à votre cadre de vie. Et c'est ça aussi la politique, c'est notre cadre de vie. Et merci également à Olivier qui préside formidablement bien également les conseils de quartier. Alors, le 8 février dernier, donc comme ça a été dit à l'instant par Jacques-Henri, le Conseil de Paris s'est donc réuni sur la délibération DU23, c'est-à-dire direction de l'urbanisme, pour faire adopter donc la mise en compatibilité donc du projet site Tour Eiffel avec le PLU. Et donc, j'ai pris la parole au nom, évidemment, du groupe Changer Paris et au nom des 3 maires d'arrondissement, évidemment Rachida Dati, Philippe Goujon, qui s'excuse d'ailleurs, qui n'a pas pu être présent ce soir, et le maire du 16e, Francis Spinner. J'ai pris la parole pour dire notre opposition totale à ce projet, évidemment, au nom également de tous les élus qui forment notre groupe au Conseil de Paris. Nous avons naturellement voté contre ce projet, qui est un projet calamiteux, à la fois pour l'écologie, à la fois pour les déplacements et évidemment pour le patrimoine. Alors, sur la délibération, sachez que 93 voix se sont exprimées pour et 66 voix se sont exprimées contre
ce projet, malheureusement. Donc, il faut savoir, et là, je vais vous donner précisément en fait, les termes de notre discussion dans le cadre de ce Conseil de Paris. Cette adoption, on va le dire sans détour, elle s'est faite sur l'autel de petits arrangements entre amis, hein, ça n'est rien d'autre que ça, puisqu'en fait, toute considération écologique a été complètement négligée, puisque les Verts ont conditionné leur soutien à l'adoption d'un amendement qui a été déposé le matin même, sur un coin de table, en même temps d'ailleurs que se tenait la conférence de presse de l'association France Nature Environnement qui est ici présente et qui demandait en fait un moratoire des aménagements sur la partie nord du Champ de Mars. Et c'est évidemment une modification totalement cosmétique sur 5% du projet Tour Eiffel, et ça n'enraye en rien la catastrophe patrimoniale et écologique qui est aujourd'hui annoncée. Et donc, Mme Hidalgo a fait mine d'accorder quelques concessions sur la gestion événementielle en créant, et là-dessus, je vais vous dire précisément donc, ce qui a été proposé, mais évidemment, vous avez suivi ça, j'imagine, de très près également, en créant, donc, avant l'été 2022, une commission ad hoc relative à la gestion du site Tour Eiffel, donc, pour élaborer le plan de gestion du site, en réduisant également les événements autorisés sur le site pour atteindre en 2025 un total de 250 jours de repos sur les espaces verts du site où n'auront lieu aucun événement. Et ça revient évidemment toujours à de la surexploitation. Et donc en 2025, les espaces verts seront dévolus un tiers de l'année à une exploitation événementielle. C'est important de le redire. Donc finalement, malheureusement, on n'a obtenu aucune véritable avancée puisque les mêmes écueils demeurent. D'abord sur la forme, c'est inadmissible et c'est pour moi un véritable déni de démocratie puisque 90% des participants à la consultation publique avaient dit leur opposition très ferme à ce projet et il n'en a été nullement tenu compte. Et puis, évidemment, encore une fois, seuls nos quartiers ne seront pas impactés, puisque ce sont 3 arrondissements qui vont subir donc l'enfer de travaux absolument titanesques. Et pour nous, pour les quartiers, évidemment, Maude-Piquet, Duplex et Bir Hakeim. Et puis, avec la fermeture du pont d'Iéna, évidemment, tous les reports de circulation vont se faire sur les ponts de Bir Hakeim et de Grenelle. Et puis, il n'y a aucune évaluation des impacts en matière de déplacement et de report des circulations, puisque les rapporteurs en fait, de la Commission nationale du débat public, qui ont quand même analysé, je le rappelle, 6124 avis de Parisiens, ont d'ailleurs dû exiger des précisions. Sur le fond, je le redis, mais on ne va pas refaire le débat qu'on avait déjà eu avec vous ici même et le maire du 15e, Philippe Goujon. C'est un projet évidemment anti-écologique, puisque 80 arbres seront abattus, dont certains avaient été plantés en 1878. Les espaces verts accessibles au public vont diminuer de 20% à 35% et 1000 m² d'espaces boisés classés vont être sacrifiés pour ériger, donc sous la Tour Eiffel, des locaux techniques, des espaces de restauration et d'autres bureaux. La perspective des gens amputés par la ceinture de verre qui entoure le monument sera irrémédiablement obturée par les mobiliers urbains et autres constructions prévues. Le Champ de Mars va devenir, on le dit très franchement, il faut le dire, la vache à lait de l'exécutif parisien. Qui compte donc sur sa surexploitation commerciale et événementielle pour renflouer ses caisses. C'est très simple, hein, on a un déficit de 7 milliards avec des lieux de vente, de la restauration et des bagageries. Tout ça pour un budget pharaonique qui a été totalement dépassé. C'est un dépassement absolument record puisque c'est plus de 110 millions d'euros au lieu des 72 initialement prévus. Donc nous, ce que nous demandons avec Rachida Dati, Philippe Goujon et Francis Spinner, c'est la suspension immédiate de ce projet ou tout du moins une consultation véritable et non pas pipeau des Parisiens. C'est pour ça que nous avons décidé, j'ai appelé tout à l'heure Jacques-Henri pour le lui dire, nous avons décidé aujourd'hui, lors d'un déjeuner avec les maires d'arrondissement concernés, d'organiser une votation, une consultation citoyenne et une réunion de tous les conseils de quartier du 7e, du 15e et des 16e. Parce que vous avez le droit à la parole et puisque cette parole n'a pas été prise en compte, nous allons donc annoncer lors d'une conférence de presse qui sera tenue jeudi par Rachida Dati que nous avons donc décidé d'ici 15 jours, alors il faudra voir si juridiquement c'est possible ou pas,
d'organiser cette consultation citoyenne dans les mairies d'arrondissement et parfois, si possible, dans des écoles, en fonction des arrondissements, pour que vous ayez de nouveau la parole, vous puissiez exprimer donc, votre point de vue et ensuite donner donc, le résultat de cette consultation citoyenne à la maire de Paris qui n'en tient pas compte. Et honnêtement, moi, en tant qu'élu du 15e, j'ai rarement vu ça. On passe notre temps à nous battre avec les élus sur tous les projets structurants pour le 15e. Il y a évidemment le site Tour Eiffel, mais il y a également la Tour Triangle. Il y a également, vous avez vu, le mur de la paix qui devait être construit sur la pelouse avenue de Breteuil, où là aussi, alors que Paris étouffe, on devait supprimer des espaces verts. Il y a aussi les réservoirs de Grenelle. Et sur tous ces sujets sur lesquels nous nous opposons, malheureusement, ce qui est incroyable, c'est que rien ne prend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la maire de Paris décide, les chantiers pharaoniques commencent dès les mois qui suivent. Donc c'est une méthodologie qui est inadmissible parce qu'on est souvent dans la verticalité. Et cette maire de Paris qui se prétend être extrêmement écolo, en fait, passe son temps à densifier et à bétonner Paris. C'est la raison pour laquelle on ne lâchera pas sur ce projet de site Tour Eiffel, même s'il a été adopté, en lançant donc cette consultation citoyenne et en réunissant pour la première fois, et c'est assez inédit, tous les conseils de quartier de ces 3 arrondissements. Il faut savoir que nous, dans le 15e, c'est quand même 10 conseils de quartier. On ne s'arrête pas seulement à Bir Hakeim, Duplex ou Maude-Piquet. On considère que tous les conseillers de quartier aussi des autres secteurs sont concernés parce qu'à un moment donné, tout le monde finit par passer par ce site Tour Eiffel. Et donc, Rachida et Francis Pinet réuniront à la mairie du 15e. On a déjà une date, je vous la donne par principe, c'est le 24 mars, mais ce n'est pas encore certain. En tout cas, voilà quelle est, nous, notre proposition pour essayer de continuer, malgré cette adoption au Conseil de Paris, à s'opposer à ce projet qui, encore une fois, je vous le redis, est totalement calamiteux en matière de déplacement, d'écologie et de patrimoine. Voilà ce que je voulais vous dire d'ores et déjà en introduction. Merci Agnès. Donc c'est comme cela vient d'être dit, c'est un projet presque inchangé qui a été adopté le 8 février avec quelques très légères inflexions qu'Agnès Evren vient de mentionner. Alors effectivement, il y a cette vraie fausse limitation à 250 jours par an. Ce qui est intéressant, c'est de comparer. Il y a eu 2 versions de cet amendement. La première version, c'était 250 jours par an sur le Champ de Mars. Et ensuite, ça a été sur les espaces verts du Champ de Mars. Donc en fait, on comprend que le Grand Palais éphémère, par exemple, qui n'est pas implanté sur des espaces verts, mais sur le plateau Joffre, ne serait même pas concerné par ce type de limitation. Alors, il ne sera théoriquement plus là en 2024, mais ça laisse quand même la voie à des possibilités d'occupation qui ne sont pas du tout celles que souhaitent les Parisiens. Le moratoire sur le réaménagement du Champ de Mars, Madame Evren l'a dit, et le premier adjoint à la maire de Paris l'a reconnu aussi, ça ne concerne que 5% du projet. Donc évidemment, je pense que les Parisiens qui sont exprimés ne demandent pas la suspension de 5% du projet, mais la suspension du projet dans son ensemble et la reprise d'une vraie concertation. On tire les conclusions de ce qui a déjà été fait, de cette PPVE, et avec les maires d'arrondissement, et les Parisiens, les comités de riverains, l'ensemble des associations concernées. Précision d'ailleurs très importante, lorsqu'on parle de moratoire sur le Champ de Mars, en fait, ça ne concerne pas les abords immédiats de la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'autour de la Tour Eiffel, des constructions sont prévues, et donc si ce projet n'est pas suspendu, elles seront réalisées. Il y a 5 bâtiments qui doivent être construits, des bâtiments de bureaux et des bâtiments dits bagageries, mais lorsqu'on regarde les plans, il y a des cuisines, il y a des espaces de restauration, il y a des boutiques. Donc ce ne sont pas réellement des bagageries, ce sont bien des espaces commerciaux. Pour être totalement complet, la ville de Paris a également annoncé mettre à l'étude certaines modifications, des ajustements, en réponse aux critiques des Parisiens. Dans la mesure où il ne s'agit que d'études que nous n'avons pas aujourd'hui, à quelques semaines, encore une fois, du début théorique des travaux, il est difficile de savoir à quoi s'en tenir. Parmi ces annonces, il y a le maintien de la traversée en bus du Champ de Mars, qui est une demande très forte des Parisiens. On ne comprend pas très bien pourquoi il faut mettre à l'étude ce maintien, alors que précisément aujourd'hui, les bus, il y a 3 lignes qui traversent le Champ de Mars. Deuxièmement, l'aménagement du pont d'Iéna. Là non plus, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il en sera. On sait qu'il sera fermé, mais on a eu une première mouture qui était un pont arboré, techniquement impossible. Deuxième mouture, un pont avec des jardinières qui n'a pas beaucoup convaincu sur le plan patrimonial et esthétique. Donc on attend une 3e version, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
Et puis, troisièmement, la ville de Paris nous a proposé de régler de tenter de régler la question de la liaison entre le 16e et le 15e arrondissement sur le pont de Bir Hakeim, en ajoutant en fait une possibilité de tourner à gauche depuis l'avenue New York pour prendre le pont de Bir Hakeim, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Enfin, ça paraît là aussi complètement décalé par rapport aux effets de report de circulation que va engendrer la fermeture du pont d'Iéna sur les riverains du boulevard de Grenelle et d'autres voies du 15e arrondissement. Donc beaucoup d'incertitudes, et j'y ajoute un très grand flou aujourd'hui sur le phasage du chantier, sur le calendrier des travaux. En fait, nous ne savons rien. La délibération qui a été adoptée en février parle d'avril-mai pour un début du chantier, mais nous ne savons pas exactement quels seront comment tout cela va s'organiser entre maintenant et les Jeux Olympiques, puisqu'il doit y avoir une interruption de ces travaux pour les Jeux Olympiques. Voilà, je ne veux pas monopoliser davantage la parole. Ce que nous proposons peut-être, c'est que l'Association des Amis du Champ de Mars, qui est très active aussi sur ce dossier, peut-être Monsieur Lamati, si vous avez des précisions à apporter sur différents aspects, avant qu'on puisse prendre les questions de la salle. Merci. Oui, merci beaucoup. J'avais amené des images, mais elles ne sont pas nécessaires. Et puis, je ne voudrais pas faire retomber le débat à un niveau technique, alors qu'il y a un vrai élan qui est pris. Et je voudrais dire, d'abord, peut-être avant de parler du Champ de Mars, qu'on a suivi tous ce fameux débat à l'Hôtel de Ville, et on a énormément apprécié la détermination et la vigueur de nos élus. De même qu'on apprécie beaucoup le contact de terrain de nos élus, de M. Sommel tout particulièrement, qui entretient jour après jour un dialogue, une information très précise sur tous les aspects techniques qui sont très nombreux. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Et je voulais dire à quel point on l'apprécie. Alors, dans tout ce dossier du Champ de Mars, un des points qui est à l'origine presque de tout, c'est le problème de la concertation. On a été confronté assez bizarrement à des élus qui ne comprenaient pas la notion de concertation, d'échange d'informations, d'échange d'idées, le débat d'idées, tout ça. C'était perçu comme une sorte d'outrage, et il n'y a pas eu de concertation, ça s'est très mal passé tout du long. Or, la concertation, c'est la base de la vie locale, et c'est vers ça qu'il faut aller, évidemment. Alors, les garants ont, parmi leurs recommandations, ont recommandé qu'il y ait une commission locale associant les associations, des personnalités, divers partenaires. Et là, il est sorti du débat une commission qui est un petit peu calibrée, un petit peu plus serrée, et qui s'exprimerait surtout sur les questions événementielles, d'après ce que j'ai compris. Mais je pense que cette question de la concertation locale est vraiment au centre d'une construction intelligente dans laquelle tout le monde peut comprendre ce qui se passe, peut apporter des informations, peut contribuer. Et ça c'est vraiment quelque chose à construire qui est fondamental. Il faudra être très vigilant sur cette commission de concertation, parce qu'on a vécu, nous autres associations, un certain nombre de commissions dont le but justement est d'associer des points de vue divers et dont ont été exclues toutes les associations. Typiquement, c'est la commission du Vieux Paris qui a pour mission, si vous voulez, d'accueillir des points de vue et des expertises variées pour gérer au mieux le patrimoine de Paris. Eh bien, toutes les associations ont été exclues de ce conseil du Vieux Paris. Il reste que des élus, des fonctionnaires de la ville et quelques universitaires choisis. Et donc, c'est une idée très administrative et très unilatérale de la concertation. Et il ne faudrait pas que cette commission aille un peu dans ce sens. Donc, il va falloir surveiller de très près comment se constitue et comment fonctionne cette commission. Alors ensuite, il y a une dimension du Champ de Mars qui a été très 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 mal prise en compte, c'est la dimension du patrimoine. Alors, il se trouve que le Champ de Mars est dans un très mauvais état, vous l'avez tous constaté, mais il y a aussi le fait que cette époque artistique, qui est la Belle Époque, est très mal comprise par tout le monde, y compris par les conservateurs, par les gestionnaires du patrimoine, etc. Et donc, il y a un gros travail à faire. Et on ne va pas dans ce sens-là. Par exemple, quand on regarde la SET, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, elle installe tout bonnement 5 immeubles, elle construit 5 immeubles dans l'espace du jardin. Et parmi ces immeubles, il y a des choses commerciales, il y a des restaurants, des choses comme ça, mais il y a aussi les bureaux des dirigeants de la SET. Et il y a quelque chose de presque infantile, je trouve,
de la part de ces dirigeants de vouloir avoir des bureaux comme ça, le plus bel endroit de Paris, avec vue sur étang. C'est invraisemblable. Est-ce que, par exemple, les dirigeants de la Réunion des musées nationaux exigent d'avoir leur bureau au plus bel endroit du Grand Palais? Non. Pourquoi les dirigeants de la SET devraient-ils avoir des bureaux au plus bel endroit du Champ de Mars? C'est quelque chose de totalement anachronique. Alors, par ailleurs, et en marge de cette réflexion sur le projet One 1, il y a une autre réflexion, mais qui celle-ci s'inscrit dans le long terme concernant le Champ de Mars, ou plus exactement le quadrilatère du Champ de Mars, c'est-à-dire l'ensemble immobilier qui va de l'avenue de la Bourdonnais à l'avenue de Suffren, et qui correspond à l'ancien emplacement du Champ de Mars, au temps où il était l'espace des expositions universelles et l'espace militaire, pour mieux le comprendre, mieux l'étudier, mieux le protéger et en faire ce qu'on appelle un PSMV. Donc la réflexion est lancée là-dessus. C'est une réflexion de long terme qui durera peut-être une dizaine d'années et qui protégera, si elle aboutit, mieux le Champ de Mars, mais qui aussi, collectivement, au niveau presque national, fera mieux comprendre cette époque. Parce que la plupart des PSMV en France concernent le Moyen-Âge et l'Ancien Régime et la Belle Époque, qui est peut-être l'époque la plus glorieuse de l'art en France, est complètement mal étudiée, mal comprise, mal traitée. Alors ensuite, il y a la question de la végétalisation. C'est une question sur laquelle il y a eu beaucoup de polémiques. Au départ, Madame Hidalgo annonçait 50% de jardins en plus. Ensuite, Monsieur Grégoire a dit plus 40%. Dans les textes de la PPVE, il était question de plus 35%. Et maintenant, d'après ce que j'ai compris, on ne parle plus que de 1,7 hectare. Et j'ai l'impression qu'au Conseil de Paris, on n'a plus parlé que de plus 1,7 hectare. Donc il y a malgré tout une certaine convergence dans le constat que finalement la végétalisation du Champ de Mars représente en réalité pas une poussée phénoménale, mais très peu de choses. Alors, il y a deux aspects très importants et qui sont liés, qui sont celui de la sécurité et de la circulation. Alors, les circulations vélo ont fait l'objet d'un travail très approfondi. Par contre, les circulations voitures, on manque d'informations, c'est pas clair et on a le sentiment que ça va très mal se passer. Et donc, il y aurait besoin d'une clarification et probablement d'une prise en compte plus respectueuse de ces concitoyens que sont les automobilistes et qui ont parfois besoin de leur voiture. Je pense particulièrement à ceux qui vont être séparés du centre de Paris par une sorte de barrière qui ira de la place des Trocadéros jusqu'à la place de Fontenoy. Vous voyez, tout le bas du 16e et tous les 2/3 du 15e vont avoir des difficultés pour gagner le centre de Paris. Pour le 15e, le passage se ferait surtout par la rue de Vaugirard et Montparnasse, mais le reste serait fermé. Et donc ça pose un problème d'isolement des quartiers extérieurs. Alors, la question de la circulation et la question de la sécurité sont liées, et c'est un point, à mon avis, très important et qu'on a beaucoup de mal à faire passer. Pourquoi ? Parce qu'on pense aujourd'hui la circulation à travers la verdure, le vélo, etc. On n'arrive pas à faire le lien entre circulation et sécurité. Et c'est un point fondamental de l'espace du Champ de Mars. Pourquoi ? Parce que dès le départ, l'architecte, qui est vraiment un très très grand architecte de l'époque, qui était Formigier, qui a conçu le Champ de Mars, il a voulu en faire un espace ouvert, contrairement à tous les jardins de Paris qui étaient fermés par des grilles, des horaires, des gardiens. Ça a été un espace ouvert. Et c'est quelque chose d'unique, quasiment d'unique dans Paris. Il y a peut-être l'avenue de Breteuil ou quelques endroits comme ça, mais disons un grand espace vert ouvert jour et nuit, c'est très rare et normalement ça ne fonctionne pas. Il y a de l'insécurité qui s'y met tout de suite. Mais ça a bien fonctionné au Champ de Mars. Pourquoi ? Eh bien justement parce qu'il y a des rues traversantes qui font que les promeneurs, s'ils se sentent en insécurité, ils peuvent se rapprocher des rues ou ils peuvent sentir une sorte de protection qui est liée au fait qu'il y ait du passage. Alors ce point, qui est un point vraiment fondamental, il passe très mal, on a du mal à le faire comprendre, mais je crois qu'il faut faire un effort d'explication pour faire comprendre que cette ouverture de l'espace, et ce que je dis du Champ de Mars, on pourrait dire la même chose de l'environnement du Pont d'Iéna, etc., où à l'heure actuelle, il y a
beaucoup de problèmes d'insécurité. Le fait que de faire une sorte de bloc où il n'y ait que des piétons, en fait, ça se fait au détriment des piétons et des promeneurs eux-mêmes. Je m'excuse, quand je l'explique, ça vous paraît peut-être simple, mais ça passe très difficilement. Et il faut faire un petit effort de pédagogie auprès de tous les gens qui s'intéressent au Champ de Mars pour leur faire comprendre que le fonctionnement même du Champ de Mars est lié à ces rues traversantes. Sans ces rues traversantes, le Champ de Mars dérive vers une zone d'insécurité et dans le même temps, il va y avoir plein de gens qui vont demander à ce qu'on mette des grilles et qu'on le ferme, ce qui serait une dénaturation complète. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention à ne pas fermer le Champ de Mars, de ne pas couper à la circulation la place Rueff, ni la place Joffre. Alors ensuite, sur le plan... Excusez-moi, je suis vraiment très mal élevé. Ensuite, sur le plan du paysagisme, là, il y a peut-être eu quand même une certaine avancée, parce que tout ce qu'il y avait de plus glorieux sur le plan d'une certaine végétalisation, sur le plan d'une... Enfin, le problème, c'est que Mme Gustafsson, qui est l'architecte suédoise, avait projeté sur cet espace historique qui avait été dessiné par d'autres paysagers, notamment Formigé, elle avait projeter un peu des schémas internationaux du paysagisme. Et ces schémas, eh bien, ils sont tous tombés à l'eau au fil du débat. Par exemple, les ABF ont arrêté le fait de remodeler les fontaines de Varsovie, qui sont une création art déco. Donc ça, il y a une croix au niveau des fontaines de Varsovie. On les conserve dans leur état parce qu'elles sont dans la logique du palais de Chaliot et de cet ensemble art déco. De même, la végétalisation du pont d'Iéna, le fait de faire des bacs avec une sorte de végétation stépique assez moche, ou bien de faire une forêt urbaine qui cache tout, c'est arrêté. Donc il faut quand même le souligner parce que, vu sur le plan, j'allais dire, paysager et artistique, c'était ce qui paraissait le plus épatant et qui était fait un peu pour montrer qu'à Paris, on faisait ce qu'on ne faisait nulle part ailleurs. Donc ça tombe à l'eau également. De même, le rétrécissement de la pelouse centrale du Champ de Mars, qui était... alors là, on se demande pourquoi vouloir rétrécir la pelouse centrale du Champ de Mars, alors que toute l'Île-de-France en été vient là, face à la Tour Eiffel, à plaisir à se mettre sur les pelouses, mais c'était dans le projet, le rétrécissement et en plus la surélévation, au départ de 70 cm et ensuite de 30 cm. Donc cet aspect-là, auquel Mme Gustafsson tenait beaucoup, il tombe à l'eau aussi. Donc en fait, à ce stade, tout ce qui en faisait la singularité sur le plan, je dirais, artistique, bien que personnellement je trouve qu'il n'y ait rien d'artistique là-dessus, tombe à l'eau. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner, parce qu'il y a, vu de l'extérieur, vu des gens qui vont venir pour les Jeux Olympiques, il n'y aura plus rien de particulièrement remarquable ou extraordinaire dans ce projet One 1. Voilà. Je ne vais peut-être pas prolonger, mais plutôt passer la parole à quelqu'un ou répondre à des questions. Juste une précision par rapport à ce que vous avez dit sur la concertation. Évidemment, je ne peux être que d'accord. Mais sachez, parce que c'est important pour le symbole aussi, que lorsqu'il y a eu ce débat au Conseil de Paris, Madame Hidalgo n'a pas siégé. Elle a laissé son adjoint, ce qui veut dire que, alors qu'elle était présente pour le choix des projets et qu'elle a présidé les jurys, elle n'était pas là pour écouter ce que l'opposition avait à dire. Et évidemment, on a fait des rappels au règlement de ce point de vue-là, mais ça démontre aussi son entêtement idéologique lié, à mon avis, par une obsession anti-voiture, et c'est ce que vous dites. On est dans le dogmatisme pur. Quand il s'agit de présider les jurys, on est là, mais quand il s'agit justement d'écouter, tout simplement. Et honnêtement, mon propos n'est pas polémique, mais sur un projet d'une telle envergure qui va impacter la vie des Parisiens, c'est inadmissible qu'elle n'ait pas jugé bon d'être présente pour entendre, ne serait-ce que par considération pour l'opposition, ce qui devait être dit, d'autant que nous, on était dans la proposition constructive. On n'est pas là pour critiquer, on est là aussi pour défendre les intérêts des Parisiens. Et sur les pots végétalisés, évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne peux que souscrire. Voilà, juste au passage que je voulais ajouter en réponse à ce qui a été dit. Je ne sais pas si FNA n'est pas là. Bon, y
Y a-t-il des questions? Oui, bonjour, Michel Infray. J'avais une question. Là, il me semble que le maire du 16e avait demandé le classement de la place du Trocadéro. Vous-même, vous avez parlé plusieurs fois de patrimoine. Vous avez cité Formigé, mais je pense qu'il faudrait citer aussi Achille Duchesne, qui est un des architectes paysagistes du Champ de Mars. À ce titre, et pour préserver le patrimoine, n'y a-t-il pas des possibilités de classement, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, en particulier par le maire du 16e? Je précise que normalement, le Champ de Mars est classé à l'UNESCO, au patrimoine de l'UNESCO. On n'en parle plus du tout. Alors, quelques éclairages sur le classement du Champ de Mars, et ensuite je reviendrai à la place du Trocadéro. Alors, en fait, le Champ de Mars est très mal protégé à l'heure actuelle parce qu'il n'y a que la partie jardin qui est classée, et on voit en plus que ce classement ne fonctionne guère quand il s'agit de construire. En fait, le classement est surtout efficace quand il s'agit de détruire. Mais là, on construit des immeubles dans l'environnement de la Tour Eiffel, et du coup, les avis des ABF ne sont que consultatifs. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas opposés, ils se sont contentés de faire toutes sortes de préconisations pour diminuer l'impact de ces bâtiments. Donc il n'y a que le jardin qui est classé. Il y a des bâtiments qui sont classés, comme par exemple l'école militaire. Il y a quelques bâtiments, mais très très peu, extraordinairement peu parmi dans les bordures immobilières du Champ de Mars. Les deux rangées qui sont vraiment, disons, le visage le plus glorieux de la Belle Époque dans Paris. Il doit y avoir un immeuble classé, parce que c'est celui de Paul Morand, je crois, et 4 ou 5 qui sont protégés au titre du PLU, et rien d'autre. Ça vous donne non seulement une idée du retard dans le classement, mais il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire que jusqu'à une période assez récente, les historiens de l'art accordaient une importance presque nulle à ce genre d'art. Par exemple, Malraux a autorisé la destruction d'un certain nombre d'hôtels particuliers parce qu'il considérait que c'était des pastiches, que ça n'avait aucune valeur. Et encore récemment, il y a eu des surélévations. Et donc il y a un effort, si vous voulez, culturel et historique pour réintégrer cette période dans une bonne compréhension et d'une bonne appréciation. Alors, le patrimoine, le classement au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, il est très intéressant parce qu'il inclut le Champ de Mars et ses bordures, c'est-à-dire il va de l'avenue de Suffren à l'avenue de la Bourdonnais. Et c'est le classement qui est le plus intelligent et le plus cohérent. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de cette enceinte, c'est un ensemble qui a été construit à la même époque, qui a été conçu par les mêmes personnes et qui a une cohérence extraordinaire. Vous avez un réseau de jardinets, par exemple, qui unifie tout. Vous avez une situation en gradin. Les immeubles du second rang ont généralement les 3 étages du haut qui sont extrêmement décorés et qui sont ceux qu'on voit du Champ de Mars quand on est au milieu du Champ de Mars, les hôtels particuliers étant cachés par les arbres. Donc vous voyez, tout l'ensemble a une cohérence extraordinaire, mais qui est mal comprise, mal étudiée. Et donc il y a un travail, il n'y a pas seulement un travail, j'allais dire, militant pour faire protéger, il y a aussi un travail culturel pour faire connaître et comprendre. Alors, le PSMV dont j'ai parlé tout à l'heure serait cette démarche, qui est à la fois une démarche de protection, mais aussi une démarche d'étude, et comprendrait tout le quadrilatère. Alors, en ce qui concerne le Trocadéro, donc effectivement, au Trocadéro, le Conseil de Paris a validé le projet, c'est-à-dire le transformer en un amphithéâtre événementiel. Alors, évidemment, ça a des conséquences énormes sur la circulation, parce qu'il y a 6 avenues qui vont déboucher sur un fer à cheval, et donc ces 6 avenues vont faire 4 croisements consécutifs avec des pistes à vélo au milieu de tout ça, et les autocars qui vont se garer au-delà. Et donc les touristes qui, au lieu d'être débarqués directement sur la place, sur l'esplanade du Trocadéro, vont être débarqués au-delà, vont traverser tout ça, vont faire un petit bout de chemin au milieu de tout et arriver à la place du Trocadéro. Donc à mon avis, c'est un projet invraisemblable et très mal conçu au niveau de son fonctionnement. C'est-à-dire que les architectes n'ont pas compris cette chose simple que n'importe qui peut voir en allant en place du Trocadéro, c'est que dès qu'on arrive là, vous voyez, il y a une sorte d'attraction magnétique. Tout le monde, hop, va vers la terrasse et va vers la vue sur la Seine et la Tour Eiffel. C'est magnétique. Il n'y a personne qui va de l'autre côté pour traverser et aller au fond du jardin. Donc tout le monde va par là. Et donc, mais là, ça sera plus difficile. Donc il y a un problème de circulation qui est mal conçu, etc. Je crois que nos amis du 16e sont très irrités par ce projet. Mais il y a aussi une dimension patrimoniale qui, à mon avis, est très importante.
et que les architectes n'ont pas du tout vu. Quelle est cette dimension patrimoniale? Il s'est passé quelque chose de très important en France, c'est la Grande Guerre. Et la Grande Guerre, elle est représentée à Paris d'abord par la tombe du soldat inconnu, mais il y a eu une deuxième représentation qui est intervenue juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où les gens s'inquiétaient beaucoup sur la force et la grandeur de la France. Et ils ont installé une sorte d'axe qui est la statue de Foch face à la statue de Joffre, les deux vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ils sont face à face sur leur cheval, ils se regardent face à face. On pourrait faire une sorte de rayon laser du regard de l'un à l'autre. Et leur regard, en quelque sorte, il passe sur le pont d'Iéna. Le pont d'Iéna aussi, c'est ceux qui apprécient tout ce qui a trait à l'amitié franco-allemande, ça a un sens aussi. Donc vous voyez, Foch, Joffre, le pont d'Iéna. Donc ça, c'est quelque chose de fort et qui est inscrit dans le paysage de Paris. Alors, Madame Gustafsson, Foch, ça ne devait pas lui dire grand-chose, il ne faut pas lui en vouloir. Mais elle a envoyé la statue de Foch aux fraises au fond du square. Donc il est déconnecté du regard de Joffre, il est déconnecté de la perspective, et c'est le dernier stade avant d'aller aux réserves, si vous voulez. Mais je pense que cet axe mémoriel, il a un sens dans Paris, et qu'il ne faut pas l'interrompre. Moi, comme beaucoup d'entre vous, il se trouve que j'avais un grand-père, mais beaucoup d'entre vous sont comme ça, qui a fait Verdun, qui a eu une vie très difficile. Et bon, pour lui, c'était quelque chose d'important, le souvenir de la Grande Guerre. Et bien, ça me fait quelque chose de voir que ça ne compterait plus. Non, en réalité, je voulais poser la même question sur le classement. Donc, Très bien. Connaissant un tout petit peu le dossier pour avoir été aux Amis du Champ de Mars comme vous depuis aussi un certain temps, je suis très étonné qu'on s'assoie complètement sur le classement de l'UNESCO. L'UNESCO ne répond pas, ne fait rien, je ne sais pas. Alors l'UNESCO, effectivement, elle n'est pas intervenue dans ce dossier, mais le contour de son classement est quand même très utile, parce que Paris est signalé par ce site dit Rive de Seine, et dont l'un des points forts est effectivement Tour Eiffel, Champ de Mars, École militaire. Donc c'est vraiment signalé comme étant mais c'est le cas d'ailleurs, c'est comme un endroit fort de Paris, et le contour de ce découpage de l'UNESCO, il est très approprié. Il est très intelligent, parce qu'ils prennent vraiment l'ensemble dans sa cohérence. Et donc je pense que vous avez raison, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, mais bon, pour le moment, ça n'a pas beaucoup joué dans nos débats. J'allais dire, jusqu'à présent, on n'a pas sollicité l'UNESCO. Ben oui. Est-ce que c'est peut-être un levier qu'on pourrait utiliser? Et il y avait un deuxième levier, mais c'est une question que je voulais vous poser, mais on reviendra à l'UNESCO, parce que peut-être que Philippe a d'autres questions. C'était vous, en tant que maire d'arrondissement, enfin mairie d'arrondissement, quel levier avez-vous sur la circulation? Parce que la circulation automobile, elle fait partie de vos attributions. Les embouteillages sur le pont d'Iéna ou sur le pont pour vous, le pont de Grenelle, est-ce que vous avez un levier au niveau de la circulation? Alors, sur la première partie, effectivement, l'UNESCO, alors, sur ce projet, il y a eu évidemment beaucoup d'avis qui ont été demandés et rendus, et notamment des avis du gouvernement. Madame Bachelot a été sollicitée également. Elle a fait une réponse d'attente sur la partie Trocadéro. Moi, je n'ai pas vu de réponse sur la protection ou les précautions qu'il faudrait prendre sur les autres parties du projet. La seule chose que le gouvernement a refusée, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est la surélévation des pelouses et la transformation des pelouses du Champ de Mars en pelouses techniques. Parce que la ville de Paris veut faire croire que c'est une concession qu'elle a faite en fait aux Parisiens qui s'étaient opposés à ce projet. En fait, quand on regarde, il y a une décision ministérielle du 21 janvier qui interdit ces fameuses pelouses techniques qui faisaient craindre à beaucoup, effectivement, un usage commercial, événementiel un peu intensif, au moins un jour sur 3 dans l'année, comme l'a dit Madame Evren. Sur la circulation, c'est quand même du ressort principal de la ville de Paris. Nous, on n'a pas eu Monsieur le maire, Philippe Goujon, a demandé des études de trafic. Elles ont été jointes au dossier. Elles ont d'ailleurs révélé très clairement qu'il y aurait un report, et un report significatif, notamment sur le boulevard de Grenelle.
mais aussi peut-être sur des axes environnants. Il a fallu demander que l'étude de trafic soit élargie, parce qu'au début, elle était cantonnée en fait, au périmètre du projet. Mais évidemment, les véhicules qui sont, évincés du périmètre du projet, ils se retrouvent ailleurs. Et comme l'a dit aussi la maire du 7e dans plusieurs réunions, Madame Dati, il faut y associer les autres projets de la ville de Paris, qui sont notamment la mise en place de la zone à trafic limité dans le centre de la capitale, qui représente quand même la fermeture de 18 ponts à la circulation, sauf à circulation de transit. Donc quand vous y ajoutez le pont d'Iéna, évidemment, les ponts qui restent dans le sud-ouest de Paris, c'est le pont de Birakem, le pont de Grenelle, le pont de Garigliano, le pont Mirabeau. Ça fait 4 ponts. Évidemment, le résultat, c'est que 15e, 16e deviennent peut-être des arrondissements de transit, justement, et ce n'est pas forcément ce que nous voulons. Donc on n'a pas le moyen d'opposer un veto, en tout cas, à la partie circulation du projet, pas plus que sur les autres. Donc nous pouvons, et à chaque fois qu'il a fallu rendre un avis, cet avis a été négatif. À chaque fois, nous avons demandé de reprendre et de rouvrir la concertation. Mais voilà, nous en sommes là aujourd'hui avec quelques ajustements très limités, bien trop limités. Si vous permettez. Petite précision. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Il faut bien avoir en tête que malheureusement, c'est lié aussi au statut municipal de la ville de Paris, en fait. Il faut comprendre que les mairies d'arrondissement ne sont pas des mairies de plein exercice. Et que pour les plans de circulation, c'est ce qu'on appelle le PDP, les plans de déplacement de Paris. En fait, les mairies ne sont que consultées. Mais ensuite, c'est la maire de Paris qui, in fine, a le dernier mot, parce que la mairie centrale concentre en fait toutes les compétences. Encore une fois, je le redis, c'est lié et c'est valable à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille, ce qui fait qu'aujourd'hui, hélas, et je le regrette, et on peut tous le regretter, mais les mairies d'arrondissement ne sont que des chambres d'enregistrement. C'est parfois dur à entendre, mais dites-vous bien que c'est la mairie centrale qui a toutes les compétences en termes de développement économique, de sécurité, de propreté, d'écologie, même si c'est plutôt l'Europe qui fixe toutes les normes environnementales. Parfois, c'est très frustrant. C'est très très frustrant, y compris quand on est conseiller de quartier, parce qu'on se dit on pourrait agir sur tel ou tel levier, mais c'est une question très très importante qui nous permet d'hélas clarifier un peu les compétences, la répartition des compétences. Une deuxième, je pense que c'est plutôt une bonne suggestion de proposer aux 3 maires d'arrondissement, Philippe Goujon, Rachida Dati et Francis Spinner, de signer une lettre justement sur l'UNESCO. Ça vaut le coup parce qu'au moins elle a le mérite d'exister et de continuer de maintenir la pression en mettant évidemment Madame Hidalgo en copie. Parce que si l'UNESCO commence à dire que le classement français des rives de Seine est remis en cause, là, je pense que la mairie sera très gênée. Absolument. Il y avait des questions, je crois. Alors, juste de petits détails pratiques. Vous ne prenez pas la parole, c'est moi qui donne la parole. Parce qu'une de mes fonctions, quand même, ici, c'est que faire en sorte que la parole circule, que ce ne soit pas le bazar, que chacun puisse s'exprimer sans pour autant prendre lui-même la parole. Donc j'ai ce petit pouvoir et j'en profite pour l'exercer. Alors le monsieur là a pris le micro avant monsieur, donc je vais lui passer la parole. Après vous, ce sera à vous, bien évidemment. Philippe Caillade, donc je représente 2 associations, France Nature Environnement et le son est bizarre, je ne me reconnais pas, et SOS Paris. En fait, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que tous les 3 vous avez très bien expliqué les choses, donc merci à vous. Moi, je suis ravi d'apprendre cette proposition de consultation citoyenne. C'est un coup de peau pour nous parce qu'on cherche des idées, on ne sait plus quoi faire et vous nous sortez ça, donc c'est super. Si je peux juste enfoncer le clou sur quelque chose, c'est que, il y a toujours quelque chose qu'on dénonce systématiquement, nous les associations, c'est le mensonge dans la communication. C'est-à-dire qu'on nous enrobe tout ce projet avec des vertus écologiques. On veut qu'il n'y ait pas de doute sur la situation. C'est vraiment un projet d'optimisation commerciale du site. Le rectangle vert qui englobe les jambes de la Tour Eiffel que vous voyez en vert foncé, là sur le plan, pendant 1 siècle et demi, c'était des jardins. C'était un lieu de promenade avec les lacs, les canards que vous connaissez. Il y a aussi la grotte artificielle que les gens ont peut-être oublié qu'elle existe, mais elle existe, elle est romantique, elle est très jolie. Même la grotte qui est fermée depuis plusieurs décennies, en fait, elle est rouverte parce qu'on y met un café à l'intérieur. Donc, exploitation commerciale. Donc, il y avait le mur de protection qui a déjà
empêcher que les gens profitent. Ce qui est en fait, c'est que l'expérience de la Tour Eiffel, c'est pas seulement monter sur la tour, c'est aussi se promener en bas. Et cette expérience, elle est volée aux Parisiens, elle est volée aux touristes, parce que maintenant, ça devient une zone tampon des bâtiments commerciaux qu'on fait. Et ces bâtiments commerciaux, ce sont des bâtiments commerciaux, on les a appelés bagageries. Comme expliquait Jacques-Henri Semel, ce sont des restaurants et des boutiques. Voilà. Et toutes les zones qui restent autour, qui ne sont pas construites, deviennent des zones tampons par obligation des choses, des lieux où les gens transitent entre les bâtiments commerciaux et les murs pour faire la queue, comme à l'aéroport pour entrer sur le site. Voilà. À rajouter. Oui, alors excusez-moi, j'en profite pas pour prendre la parole, mais simplement pour vous dire ce que ça représente. Les deux jardins anglo-chinois avec étang, en fait, qu'on nous a présentés comme étant de 1915 puis de 1931, je crois, en fait, date de l'exposition universelle de 1878. Et donc vous voyez là l'eau au premier plan, les bâtiments de l'exposition universelle à l'arrière-plan, et une première présentation de la tête de la Statue de la Liberté qui a été sculptée à Paris, qui était présentée là. Et donc cette étendue d'eau là que vous voyez, elle a été un petit peu adaptée avec le temps, mais en gros c'est celle qui est toujours là, et il y a la même symétrique de l'autre côté. Et la Tour Eiffel est construite entre les deux. Est-ce que vous pourriez remettre... il y a un plan pour illustrer ce que vient de dire monsieur, les constructions qui sont prévues. Alors voilà, c'est juste la slide d'après. Juste après. Voilà. Donc ça, vous voyez les pieds de la Tour Eiffel. Et donc tout ce qui est en rouge, c'est ce qui, aujourd'hui encore dans le projet, doit être construit. Donc les deux parties en arc de cercle, ce sont des bâtiments de 25 à 30 mètres de long qui sont les fameuses bagageries. Donc c'est pas dans l'enceinte de la Tour Eiffel, hein. C'est en dehors. Et les parties en rouge à l'intérieur de l'enceinte, donc ce sont les bâtiments de bureaux dont parlait monsieur Lamalati tout à l'heure. Et en bas à droite, sauf erreur de ma part, c'est un kiosque d'accueil qui doit aussi être construit. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Francis Dimitri. Je suis également membre des Amis du Champ de Mars. Et moi, ce qui m'étonne ce soir, c'est de constater que dans cette assemblée, on en est encore à découvrir la méthode Hidalgo. Et Hidalgo, c'est quelqu'un qui passe en force. C'est quelqu'un qui a recours au fait accompli et qui cherche à gagner du temps pour aller jusqu'à son projet. Autrement dit, là, on prévoit de faire une consultation citoyenne, c'est très bien. C'est très bien si ça servait à quelque chose. Mais ça ne servira absolument à rien. Je suis désolé, Madame Evren, ça ne servira à rien. Oui, c'est bien, faites-la, mais sachez qu'elle n'aura aucun pouvoir pour contraindre le bon vouloir de Madame Hidalgo. La seule chose qui pourrait éventuellement infléchir ce projet, c'est un aspect juridique, le volet juridique. Madame l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que le seul moyen d'espérer arrêter ou d'infléchir ce procès, c'est de trouver une faille juridique qui permette de le ralentir, de l'arrêter ou de l'amender largement. En dehors de cet aspect, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voudrez, toutes les manifestations, vous émouvoir de l'atteinte au patrimoine. Ça ne touche absolument pas Madame Hidalgo. Tous les architectes qui sont sur ce projet sont en train de se faire plaisir. L'histoire de Paris, ils s'en fichent. Mais il faut bien garder quand même à l'esprit que c'est le Champ de Mars, d'accord. C'est la ville de Paris. Mais Paris, c'est quand même la capitale de la France. Est-ce qu'on peut laisser durablement une maire de Paris, fût-elle élue par les Parisiens, dégrader la capitale d'un pays? Moi, je suis sidéré de constater qu'une personne seule est capable de modifier la configuration d'une capitale d'un pays comme la France sans que personne ne puisse s'opposer à sa volonté. A-t-on recherché des failles juridiques dans le projet
que nous impose Madame Hidalgo? Alors, nous, arrondissement, n'avons pas les moyens d'agir directement en justice, comme vous le savez. En revanche, il y a un certain nombre d'acteurs associatifs qui s'interrogent évidemment sur le sujet et qui peut-être agiront, mais je ne peux pas parler à leur place. Mais bien sûr, les projets sont examinés. Il faut que... Voilà. Il y a des associations qui sont présentes ici, mais encore une fois, je ne peux pas parler à leur place. Il y a des recours. Madame Evren parlait tout à l'heure du mur de la paix. Il y a des personnes qui se sont épuisées pendant 15 ans à engager des recours. Bon, il se trouve que finalement, l'installation du Grand Palais éphémère a chassé le mur de la paix, mais ce n'est pas une action en justice qui est parvenue à cette fin. Ça ne signifie pas qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire, pardon, mais ce sont il y a en tout cas des associations qui s'interrogent là-dessus. Oui. Sur le mur de la paix, c'est parce qu'on s'est battu avec Rachida et Philippe Goujon qu'on a réussi à éviter son implantation qui était au niveau du 80 avenue de Breteuil. On y était allé, moi j'étais chez un habitant, on a ouvert les volets, il m'a dit voilà, ce serait ici. C'est parce qu'on s'est battu, c'est parce qu'on a mis la pression à Madame Hidalgo et parce que Marek Alter était évidemment hors de lui quand il a appris qu'on a fait signer des pétitions et avec toutes les associations qui travaillaient justement contre ce projet, nous ont aidés à faire entendre notre voix. Donc vous savez, il ne faut jamais capituler. Paris, comme vous le dites, est une ville-monde. C'est une ville-monde. Ce n'est pas seulement la capitale de la France. Oui. Et qu'aujourd'hui, Madame Hidalgo, certes, elle a été élue avec 25% seulement de participation lors des dernières municipales, mais aujourd'hui, elle est élue. D'ailleurs, elle a d'autres ambitions, puisque maintenant, elle veut faire pour la France ce qu'elle a fait pour Paris. Elle l'a dit. Donc ce serait le triptyque insécurité, malpropreté et endettement. Enfin bon, passons, on est plutôt là pour parler de projets locaux. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites, mais à partir du moment où on considère qu'autant rester couché parce qu'on n'arrivera pas à nos fins, je ne suis pas d'accord. On l'a vu avec le mur de la paix, on a réussi à le faire bouger de là où c'était prévu. Sur la tour Triangle, ça fait des années qu'on se bat et on va continuer à se battre parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a trouvé des failles juridiques. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ce ne serait pas inutile non plus. Et je veux bien entendre France Environnement, justement, Nature France Environnement sur le sujet. Merci. Sur le recours, on en discute entre associations, on l'envisage, on est en train de voir ce qu'on peut faire, mais si on fait quelque chose, le problème c'est que ça nous coûte de l'argent, et que de l'argent on n'en a pas, et il faudrait quelque chose comme 4 500 € pour pouvoir faire un recours, quoi. Donc on a envisagé, on en a discuté entre nous avec les Amis du Champ de Mars, de faire une pétition, non pas pour avoir tellement des voix, mais pour porter le fait qu'on a besoin d'argent pour faire un recours. Donc voilà, c'est en cours de réflexion, on hésite, c'est pas fait, on interroge nos avocats et voilà, on tiendra les gens au courant. Mais si on le fait, effectivement, on aimerait avoir, que ça se sache, parce que 4 500 € par expérience, c'est pas impossible à avoir du tout. Si les gens sont au courant, mais la difficulté c'est que les citoyens soient au courant. Ils nous relayent, effectivement. Je pense que trouver 4 500 € pour initier une action, c'est loin d'être impossible. Par contre, dépêchez-vous. Non, c'est pas que l'argent, j'entends bien, mais dépêchons-nous parce que dans quelques temps, les travaux vont commencer et le fait accompli que j'évoquais tout à l'heure fera que de toute façon, le projet ne sera plus arrêtable. Et Madame Bachelot, comment elle a réagi, Madame Bachelot? C'est charmant. C'est tout ce que je voulais dire. Elle a fait une réponse d'attente sur la partie Trocadéro en disant qu'elle examinerait la possibilité d'une protection. Mais nous ne sommes pas élus du 16e, je ne sais pas s'il y a des développements, mais je ne crois pas. Plutôt, si vous voulez répondre ou ajouter quelque chose. Réponse vite fait, après, sur Madame Bachelot, en fait, on a envoyé un courrier, on a envoyé une lettre ouverte il y a 2 semaines maintenant. À la ministre de la Culture et à la ministre de la Transition écologique et à la maire de Paris pour la formalité. On n'a eu aucune réponse à ce jour. Voilà. Oui, une question. Après, je ne sais pas s'il y a encore un deuxième sujet, donc je prends 1 ou 2 questions encore.
Juste pour compléter, les Amis du Champ de Mars ont effectivement fait des instances sur le plan juridique qui ont été perdues, bien évidemment, malgré les travaux d'avocats. Donc les recours sont difficiles, sont compliqués, et je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, sauf s'immoler tous ensemble au pied de la Tour Eiffel. C'est la seule solution que je vois. Non, sans blaguer, il y a un petit problème quand même qui n'a pas été éludé, qu'on a essayé à l'époque, parce que je parle d'il y a 5 ans, quand il y avait usage, exploitation abusive du Champ de Mars par la fan zone notamment. On a fait des recours, on a essayé, on n'a pas réussi. Simplement, la seule chose, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi on ne réagit pas auprès de l'UNESCO et pourquoi les pouvoirs, vous-même, les instances un peu plus... Il y a un classement UNESCO qui est là, qui date de 99, si ma mémoire est bonne, et on n'arrive pas à... on s'assoit dessus, enfin, voilà, tout simplement. Alors moi, je vais peut-être aller m'immoler tout à l'heure, je ne sais pas. On ne vous laissera pas seul. Hein. Ah, oui, alors peut-être... oui, c'est ça, pour apporter des éléments de réponse très rapides. Alors d'abord, dans l'avis qui a été donné, il intègre l'avis des ABF et ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient pour rogner et pour cadrer, pour contrôler beaucoup de choses. Quand on lit l'avis qui a été rendu, il y en a 5 ou 6 pages et à beaucoup d'endroits, ils n'ont pas pu s'opposer frontalement au projet, mais ils sont intervenus à des tas de niveaux pour la couleur, pour la longueur des auvents, pour ci, pour ça, etc. Il y a une liste à l'après-vert de toutes leurs réserves, recommandations et interdictions. Donc, au niveau des ABF, il faut quand même voir qu'ils sont, je pense, nous on les a rencontrés d'ailleurs, hein, je pense qu'ils sont quand même conscients qu'il se passe quelque chose qui est un peu difficile et ils font quand même ce qu'ils peuvent, même si leur action est un peu à la marge. Alors, la deuxième partie de la question, c'était s'appuyer sur l'UNESCO. Alors, effectivement, c'est très bien de s'appuyer sur l'UNESCO. Et une des réponses possibles, hein, puisque l'UNESCO, c'est plutôt l'angle patrimonial. Hein, donc, c'est vraiment ça, l'entrée de la protection UNESCO. C'est la qualité patrimoniale du site. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur le classement de l'UNESCO, notamment dans la démarche PSMV que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà. Une dernière question. Et on ne peut pas accélérer la mise sous tutelle de la ville de Paris pour lui couper les... C'est une très bonne idée. Pas quoi, je n'ai pas entendu. Ah oui. Bon. S'il vous plaît, j'avais juste une question complémentaire par rapport au PSMV qui semble un levier intéressant. Qui peut prendre l'initiative pour lancer un tel classement? Est-ce que c'est forcément la mairie centrale en tant que personnalité compétente dans le domaine de l'aménagement, ou est-ce que la mairie du 15e ou les mairies d'arrondissement peuvent initier une telle démarche? Alors je peux apporter un élément de réponse. Hein. C'est que pour le moment c'est un projet de long terme qui est un peu en pointillé, mais qui semble réunir une adhésion assez large, bien qu'elle soit encore très floue à ce stade. Alors, à mon avis, il y a 2 aspects pour la mise en route du PSMV. Il y a d'abord la saisine des autorités. Alors, d'ores et déjà, Mme Dati, pour ce qui est du 7e, s'est exprimée. Je crois qu'elle a écrit une lettre à Mme Bachelot. Donc, ça, c'est le côté saisine. Mais il y a un autre aspect qui est très important, à mon avis, c'est l'argumentation et la compréhension du site. À mon avis, il y a un retard très important, pas seulement de Monsieur Tout-le-Monde, mais aussi des conservateurs, des architectes, du monde de la culture dans la compréhension de cette époque. Et donc, il faut qu'on produise un document qui ne soit pas un document extrêmement exhaustif, mais qui apporte des éléments pour comprendre et apprécier le site. Alors ça, on y travaille, et ça sera prêt. C'est juste un document pour lancer le débat, mais qui sera quand même assez fouillé, et qui donne des éléments pour comprendre l'intérêt de ce projet. Hein. Ça on va proposer quelque chose au niveau de l'association des Amis du Champ de Mars. Ça demande un petit peu de temps, peut-être 1 ou 2 mois encore. Hein. Voilà. Ah non, mais le PSMV, il ne concerne pas...
la mise en place du projet One 1. Le PSMV, c'est un truc de long terme qui va nous occuper peut-être pendant 10 ans, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un truc de long terme pour une meilleure compréhension et une meilleure protection du quadrilatère du Champ de Mars. Le projet One 1, c'est une autre échelle de temps, c'est immédiat. Voilà. Oui, je voudrais avoir une petite confirmation, Madame Evren, dans votre présentation. Est-ce que j'ai bien entendu? Le projet a été voté par le conseil municipal parisien, c'est-à-dire tous les élus de Paris. Ils sont donc 159. Il y a eu 66 contre et 93 pour. Quand on a dit ça, on a tout dit, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire que attaquer, je suis d'accord avec monsieur, que trouver des failles juridiques. C'est la démocratie. On va nous dire, mais c'est la démocratie, c'est les représentants du peuple parisien qui a voté pour le projet. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Merci, merci monsieur. Non, monsieur, en fait, la question avait été posée parce que Rachida Dati avait demandé une mise sous tutelle de la ville de Paris, qui avait reçu un énorme écho, c'est vrai, dans la presse. Et on continue, compte tenu de l'endettement de la ville de Paris, à le demander. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, notamment pour ce projet-là. C'est pharaonique, c'est ruineux. Et à côté de ça, est-ce que votre quotidien est amélioré ou pas? Non. Donc, à un moment donné, il est aussi important d'utiliser avec un esprit de responsabilité et d'éthique un peu l'argent des Parisiens. Sur votre question, monsieur, qui est très percutante, évidemment, donc, le Conseil de Paris a voté. Il a voté donc majoritairement pour ce projet, même si tout notre groupe s'y est opposé. Mais ce Conseil de Paris avait également voté, par exemple, pour le mur de la paix à l'emplacement qui avait été défini entre Madame Hidalgo et Marek Alter. Et je peux vous assurer qu'on a réussi à... ça fait plus de 20 ans que ça a duré, le mur de... Non, c'était autre chose. Non, vous savez, comme il a été chassé du 7e arrondissement, parce que dans le 7e, les habitants n'en voulaient plus, il devait revenir... Non, mais bien sûr. Mais... Oui, mais monsieur... Non, on ne parle pas de la même chose, monsieur. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il avait été décidé il y a 6 mois, lors d'un vote au Conseil de Paris, de la nouvelle implantation du mur de la paix. Ça a été voté, ça a été confirmé, et nous nous y sommes opposés, malgré le vote favorable. Et on a obtenu gain de cause. Mais après, c'est un principe de réalité, comme vous le dites, c'est le principe de réalité qui est le vote des élus qui ont une vraie légitimité, en l'occurrence, puisqu'on est conseiller de Paris, pour décider. Donc, malgré ça, même si en effet je reconnais que ce qui serait plus efficace, évidemment, que la consultation citoyenne, parce qu'on aura beau dire non, ça se fera quand même si on va continuer de maintenir la pression, et c'est notre rôle d'élu d'opposant, on est juste dans notre rôle, c'est qu'il faut des failles juridiques, et que malheureusement, tout a été étudié pour trouver des voies de recours, et qu'on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Donc, je ne sais pas si il faut changer d'avocat ou s'il faut voir par ailleurs, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est surtout cet entêtement idéologique de Mme Hidalgo, qui considère qu'elle a été élue, qu'elle est aujourd'hui légitime pour décider du sort et du cadre de vie des Parisiens. Voilà. Alors, je clôt ce sujet. Effectivement, la faille juridique me paraît... dérisoire, puisque effectivement il y a sûrement des juristes de haute volée qui ont étudié ce projet, et puis je ne vois pas en quoi effectivement même construire des bâtiments pourrait contrevenir au droit, peut-être au droit de l'environnement, je ne sais pas, enfin bon, il y a peut-être quelque chose sur ce plan-là. Mais en tout cas, je pense que l'action citoyenne, dans ce cadre-là, pourrait être beaucoup plus efficace que de s'user dans des voies juridiques qui sont coûteuses et qui risquent de ne pas prospérer. Parce qu'effectivement, ça me paraît très difficile de trouver une faille juridique dans ce projet, parce que contre quelles règles juridiques ce projet va-t-il à l'encontre? C'est ça. Enfin, voilà. Oui, absolument. Mais bien sûr. Mais franchement, l'action citoyenne, effectivement, est une très bonne, pas incompatible. Mais bon, pas incompatible. Bon, bien. Deuxième sujet, l'aménagement de la rue Schützenberger en rue aux écoles.
Nous avons des intervenants. Madame Louise Contat, chef de la section territoriale de voirie sud-ouest des 15e et 16e arrondissements. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Donc Louise Contat de la direction de la voirie et des déplacements. Vos élus m'ont demandé de venir pour présenter un projet beaucoup plus modeste, qui est l'aménagement pérenne et plus qualitatif de la rue Schützenberger, qui a été fermée à la circulation l'été dernier. Je vais rapidement passer sur la présentation, vous présenter un peu où on en est aujourd'hui des études, et puis surtout répondre à vos questions. Cette rue Schützenberger, je ne sais pas bien comment ça se prononce, Schützenberger fait partie d'une petite dizaine d'écoles qui ont été rendues piétonnes, qui ont été transformées en aire piétonne, donc avec fermée à la circulation lors des 2 derniers étés 2020 et 2021. Il y en a d'autres dans l'arrondissement, la rue Gerbert, la rue Copé, la rue du Cardinal Hamet, tout près d'ici. Et l'objectif est donc d'apaiser la circulation aux abords des écoles. C'est un programme qui a été initié au moment du Covid pour donner plus d'espace. Alors il y a plusieurs entrées. Il y avait une entrée qui était liée au Covid et qui était de donner davantage d'espace aux piétons pour permettre la distanciation au droit des écoles, et qui répondait en fait aussi à d'autres entrées, une amélioration de la sécurité en réduisant la vitesse ou en supprimant la circulation automobile au droit des écoles. Et puis il y a aussi, et notamment dans l'aménagement qu'on va présenter là, une entrée qui est de diminuer le phénomène d'îlot de chaleur, puisque dans ces aménagements pérennes, on va y venir tout à l'heure, et proposer la transformation de l'enrobé classique, donc on connaît sur les chaussées parisiennes, en asphalte clair, ou en tout cas en matériaux de couleur claire, et ça permet de gagner entre 5 et 10 degrés en termes de température lors des épisodes de chaleur l'été. Donc rapidement, pour représenter le projet, voici la rue Schützenberger que vous connaissez tous. C'est la rue qui est située à l'arrière. Alors, elle est à l'arrière de l'école élémentaire Rouelle. Donc, c'est une parallèle en fait à la rue Rouelle, et elle est située. Des photos vont venir. C'est une perpendiculaire à la rue entre les rues Emerio et Sextus Michel. Donc, Emerio est la grande et la rue là qui est en diagonale à l'ouest de la rue Schützenberger, qui est encadrée en rouge, et la rue Sextus Michel et la rue nord-sud de la Convoi. Et en effet, la rue Saint-Charles est une parallèle à la rue Emerio. Voilà. Donc, rue Emerio. Ici, c'est la rue Rouelle, donc place de Brazzaville. On arrive par la contre-allée des quais, on tourne ici à droite, on arrive sur cette place de Brazzaville, qui est une place où il y a aujourd'hui quelques arbres et surtout beaucoup de chaussées. La rue Rouelle qui permet d'entrer dans le 15e, et la rue Saint-Charles que vous connaissez aussi tous. L'entrée aujourd'hui de la rue de l'école Rouelle, est de ce côté-là. On a une autre entrée qui est utilisée aujourd'hui principalement pour les livraisons et une entrée de secours. Et c'est cette rue qui avait été choisie plutôt que la rue Rouelle pour être fermée l'été dernier et demain aménagée de manière qualitative. Je laisserai éventuellement les élus compléter, mais principalement pour minimiser l'impact d'une fermeture à la circulation, puisque la rue Rouelle est beaucoup plus empruntée, comporte des places de parking qui étaient bien davantage utilisées que celles de la rue Schützenberger. Donc c'était principalement ça, sous votre contrôle, les arguments pour le choix de cette rue Schützenberger plutôt que la rue devant l'entrée principale en fait, de l'école. Ça, je l'ai déjà dit, on va passer rapidement. Donc la situation avant fermeture, je suis désolée, la présentation est peut-être pour vous un peu petite. C'était une rue avant fermeture, donc avant l'été 2021, qui était donc ouverte à la circulation, où il y avait des places de stationnement en épi qui étaient dans les faits très peu utilisées. Et le sens de circulation était donc de la rue Saint-Charles vers la rue Emerio, donc plutôt pour sortir du 15e arrondissement, avec 50 places pour des places de roues motorisées, 7 places de stationnement et des espaces pour trottinettes et pour vélos, comme on en trouve désormais un peu partout. Donc ça, c'est la photo avant fermeture, pour illustrer ce que je viens de dire.
vue depuis la rue Emerio et ici vue plutôt depuis le sud, donc depuis la rue Saint-Charles, enfin, l'est, pardon. Ça, c'est la situation actuelle. Donc depuis l'été 2021 où on a fermé à la circulation, transformé en aire piétonne, donc restreint les ayants droit qui peuvent accéder. On l'a évidemment maintenu pour les véhicules utilitaires pour l'école, les livraisons, etc., pour les véhicules de propreté, pour les véhicules de secours et les personnes qui souhaiteraient... alors c'est la façade du ministère de la Marine, donc c'est quelque chose de très ponctuel, mais si quelqu'un a besoin de déménager ou d'accéder à la rue pour un besoin très spécifique, il est laissé dans la liste des ayants droit. On a mis, pour matérialiser cette fermeture, des barrières qui sont donc fermées par des cadenas et ouvrables par les pompiers et les ayants droit lorsqu'ils le décident. On a supprimé le stationnement des 2 roues et des véhicules, puisque dans une aire piétonne, réglementairement, c'est obligatoire. Et pour l'instant, cette rue n'est pas très vivante, ou en tout cas pourrait l'être davantage, ni vivante ni très qualitative. Et c'est pour ça qu'on propose... avec l'accord, sous la houlette des élus du 15e, un aménagement plus qualitatif pour l'été prochain. Peut-être certains d'entre vous connaissent la rue François Copé, dans le 15e, plutôt dans le centre de l'arrondissement, à côté de la rue de la Convention. Boussicot, ouais. Voilà, à côté de Boussicot, qui a été aménagé l'été dernier, et c'est un aménagement dans cet esprit qu'on propose ici. On a donc... pour aller directement sur le plan, je suis désolée, j'ai pas de vue 3D, mais c'est pour un peu vous expliquer. On prévoit donc de laisser les barrières qu'on voit aujourd'hui ici en entrée et en sortie de rue pour laisser seulement les mobilités douces, donc piétons, trottinettes, vélos, accéder à cette rue-là. Et on propose un aménagement qualitatif, on le voit ici, avec de l'asphalte clair sur tout le linéaire de la rue, donc pour vraiment transformer et la rendre plus conviviale et confortable pour les piétons. Et ce que vous voyez en vert, ce sera des jardinières, donc un aménagement végétal, cette fois-ci pour donc déjà contribuer donc au confort de la rue, enfin au confort de l'espace, et puis à la diminution de la température, voilà, et à l'amélioration un peu qualitative. On prévoit donc à peu près un peu moins de 200 mètres carrés de jardinières. L'aménagement que vous voyez là, ça a été étudié en fonction aussi des contraintes de la rue. Sous terre, il y a plein de choses, et surtout des réseaux à proximité desquels on ne peut pas planter ou on peut planter. Enfin, en tout cas, on doit respecter des règles de distance, tant pour les racines des éventuels arbres et l'étanchéité des jardinières. Donc, sur cette rue-là, malheureusement, on a un potentiel de plantation d'arbres qui est quasiment nul, puisqu'il y a entre les égouts et les réseaux de chaleur, en fait, la rue ne permet pas de construire sans abîmer ces réseaux, en tout cas à moyen terme, de planter. Par contre, on a donc 200 mètres carrés de jardinière. Là, pour vous donner une idée, les dimensions, c'est environ 4 mètres de largeur et à chaque fois une quinzaine ou une vingtaine de mètres de longueur. Donc ça, aujourd'hui, c'est un principe. Et on doit laisser, là, ce que vous voyez ici, on doit évidemment laisser les véhicules de secours circuler. Et donc, ils circulent côté façade du musée de la Marine et côté école. On a 3 mètres de trottoir, de trottoir. Tout sera au même niveau, donc il n'y aura plus de délimitation entre trottoir et chaussée. Par contre, il restera 3 mètres le long de la façade de l'école et puis 5 mètres côté musée de la Marine pour notamment la circulation des véhicules de secours ou des livraisons pour l'école. En fait, c'est le campus Eiffel, donc oui, c'est un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur. Voilà. Mais effectivement, il y avait d'autres usages avant. Je me suis fiée à ce qu'il y avait écrit sur mon plan, mais en effet, vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, donc, la sortie de secours de l'école est ici, enfin l'une des sorties de secours, en tout cas l'un des accès pompiers. Et ici est située la cour de l'école. Donc on peut aussi imaginer demain, et après c'est aussi à voir en fonction de l'appropriation par la communauté scolaire, etc. Mais une utilisation de cet espace un peu à créer aussi avec tout ça. On prévoit aussi de mettre des bancs. Donc aujourd'hui, ça c'est un dessin de principe. Les détails sont encore à finaliser, notamment l'implantation d'assises, peut-être éventuellement des traversées sous forme de pavés enherbés dans ces jardinières, parce que c'est des espaces qui sont très grands. Et pour du jeu des enfants, on peut aussi donc
imaginer un tout petit peu les diviser pour permettre le passage, et sur toutes les zones en asphalte clair, prévoir du marquage ludique aussi, donc pour la communauté scolaire et aussi pour évidemment les habitants du quartier, parce que c'est pas on se met à proximité d'école, mais c'est évidemment des aménagements publics, donc ouverts à tous. Voilà, ça c'est une petite coupe de principe. On a donc les piétons qui sont du côté de la façade de l'école, la jardinière d'environ 4 mètres, et puis 5 mètres qui restent pour, là ici c'est un vélo, mais tous les usages motorisés qu'on peut prévoir. Ça c'est des principes d'aménagement végétalisé que j'ai mis plutôt pour illustrer. Donc c'est les types de jardinières qu'on peut un peu avoir. Vous voyez, il y en a qui sont... ce sera de toute façon de la végétalisation basse, donc de ce type-là. Après, sur la délimitation, on a testé rue François Copé des aménagements sans lisse, donc sans délimitation, parce que il y a peu, comme c'est des rues qui sont peu empruntées par des véhicules motorisés, il y a peu de risque de dégradation, donc il y a peu de risque de rouler et de dégrader les végétaux. Donc sur une rue comme Schützenberger, où il y a peu de trafic, on pourrait aussi imaginer sans lisse, sinon on met des petites lisses de protection. Là, il y a des bancs que vous voyez en granit, mais on peut aussi mettre des bancs d'Aview, donc plus traditionnels. Et je crois que j'ai, pour terminer, alors j'aurais dû mettre la photo de la rue François Copé, mais j'en avais pas de belle. Donc j'ai une photo d'un aménagement qu'on a fait dans le 16e, qui est la rue Gustave Zédé. Donc vous voyez un peu le rendu, on a aussi fait ça l'été dernier. Donc vous voyez le rendu sur les côtés de l'asphalte clair. Là, les arbres viennent d'être plantés, mais on a aussi de la végétalisation basse qui doit encore pousser. Et puis c'est traversé en pavé enherbé, je ne sais pas si je peux zoomer. Donc ça donne une idée de l'esprit dans lequel sera cette rue après travaux. Rapidement, quelques éléments de calendrier. On a aujourd'hui bien avancé les études, à la fois techniques, pour regarder ce qui est possible en termes de gération de véhicules, de réseaux en sous-sol, etc., donc de potentiel de plantabilité. On a une autorisation d'urbanisme qu'on doit obtenir avant l'été pour pouvoir réaliser les travaux, et pour un budget d'environ 450 000 €. Alors, ça paraît beaucoup, mais en même temps, il faut vraiment qu'on reprenne toute la rue, qu'on casse l'existant et qu'on aille reprendre, notamment pour des questions de nivellement et d'écoulement des eaux de pluie, tous les 2 carrefours aux extrémités de la rue. Donc c'est quand même une grande surface qu'on doit traiter, et on imagine faire ces travaux donc à l'été pour la prochaine rentrée scolaire. Je crois que j'en ai fini et je suis disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, j'en ai beaucoup, oui. Je voudrais d'abord savoir dans quel esprit dérangé est venue cette idée de Paris Respire. Première question. Moi, j'habite là. J'habite rue Sextus Michel. Alors, cette rue, elle fait 50-55 mètres de long. Personne ne passe là. J'ai passé 2 heures aujourd'hui pour préparer la réunion. J'ai compté 12 personnes qui sont passées. 12 personnes, 10 venaient avec des chiens et qui font leurs excréments. Donc maintenant, c'est Paris Respire du caca. C'est un cacadrome, ce truc-là. Vous dites 450 000 €, mais c'est un scandale, cet argent gaspillé. Attendez, j'ai pas fini. Vous m'applaudirez encore après. J'ai discuté avec les éboueurs hier soir. Vous pouvez me remettre la vue, s'il vous plaît, avec la rue sur Sextus Michel. Les éboueurs arrivent avec le camion, voilà, en arrière ici, donc ils bloquent la rue. On ne peut plus passer dans cette rue. Je leur ai demandé, est-ce que ça vous facilite le travail? Pas du tout, ils ont 30 mètres à faire pour aller à la porte chercher les poubelles. Et 30 mètres dans l'autre sens. Donc ils disent, on nous sabote le travail. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Je rappelle que cette rue, il n'y a pas d'élèves qui passent, ni de parents d'élèves. Elle est fermée. Pourquoi vous avez créé un truc pareil? C'est une absurdité, c'est idiot, bête, absurde, débile. S'il vous plaît. Attendez, beaucoup plus important. Il y avait 50 places de motos là. Les motos, maintenant, elles viennent dans notre rue. Parce qu'il y a 2500 élèves dans ce groupe. Vous êtes quelle rue, pardon? Sextus Michel, là. Oui, vous sortez à droite. Maintenant, nous avons 50 motos qui nous emmerdent du matin au soir par une pollution sonore, une pollution de gaz irrespirable. Ils nous bloquent les entrées de parking. Il y en a 2, au 7 et au 9 de la rue. Donc tout ça, vous nous avez gâché la vie pour une espèce de merde à 450 000 €. Franchement, ça suffit. S'il vous plaît, à un moment donné, quand l'école des ingénieurs est venue s'installer sur cette rue,
avec le dos de l'école Rouel, parce que je connais très bien le coin. Ma fille elle était élève à Rouel. Et cette rue, à un moment donné, il n'y avait que des motos. Ils les ont enlevées. Et quand le moment d'enlever les motos, il y a, disons que c'était un lieu de trafic, la nuit surtout. Et ça, il faut beaucoup faire attention. L'installation des bancs, tout ça, parce que cette place a été investie par des drogués. Oui, il y a des dealers qui viennent effectivement le soir à cet angle-là, voilà. Exact. Il faut faire attention. Ils viennent de la dalle. Non, ils descendent tous, ils sont du même école. Faut beaucoup faire attention sur l'installation des bancs, tout ça, parce que personne ne passe et que les jeunes qui descendent de la rue des Frères Peignot, tout ça, se donnent rendez-vous tous sur ce coin. Et dans le jardin, on pourra faire pousser de l'herbe. Hein. Non, mais ils vendent la drogue. Oui, alors, juste pour clarifier, effectivement, cette idée n'est pas celle de Madame Contat, qui représente effectivement les services, la section territoriale de voirie, et d'ailleurs qu'on remercie d'être là, parce qu'on était un peu frustrés tout à l'heure sur le sujet Tour Eiffel de n'avoir personne en face de nous. Donc merci pour cette présentation. Alors effectivement, vous l'avez dit, nous, ce qu'on a appris il y a 1 an, c'est que la rue Rouel serait fermée à la circulation. Et ce que mon collègue qui n'a pas pu venir ce soir, Jean-Yves Pinet, qui s'occupe de la voirie, a signalé tout de suite, c'est que la fermeture de la rue Rouel aurait des conséquences très importantes, probablement sur un engorgement du quartier du Fond-de-Seine qui déjà souffre un peu, avec notamment la mise en place de la coronapiste de la rue Linois, mais d'autres éléments. Donc, ce qui a été envisagé, c'est que, puisque cette école, comme le disait Madame Contat, a 2 entrées, c'est d'envisager un retournement de l'ouverture de l'école sur la rue Schützenberger, avec la mise en place de cette rue aux écoles. Nous ne sommes pas à l'initiative, mairie du 15e, des rues aux écoles. C'est un programme qui s'est mis en place à l'initiative de M. Béliard, notamment dans tout Paris. Donc, on essaie de faire d'avoir des aménagements qui soient les moins pénalisants possibles. Et voilà, même s'il y a effectivement des effets négatifs, et Monsieur Mandorla en a relevé. Je représente tous les gens de la rue parce que je les ai interviewés, on n'en peut plus. Je sais bien. J'ai constaté comme vous. Paris respire, mais pas nous. On respire plus du tout. J'ai constaté comme vous les scooters, effectivement, qui ont investi les rues alentours. Et j'en ai parlé aux responsables de la police municipale pour que le maximum puisse être fait sur ce sujet. Mais effectivement, nous avions cette alternative de l'une ou de l'autre rue qui soit fermée. Et comme ça rejoint d'ailleurs la question de Mme Louvard tout à l'heure, nous n'avons pas de droit de veto possible sur un aménagement de voirie comme celui-là. Faites attention aux bancs, parce que monsieur a raison, c'est des abcès de fixation, les bancs. Dès que vous mettez un banc, évidemment, il y a des attroupements qui se font, et j'entends la nuit notamment avec les trafics. Donc c'est vrai que parfois on a l'impression que les décisions, et encore une fois vous n'êtes pas en cause madame, et merci de votre présence aujourd'hui, sont prises en dépit du bon sens. En dépit du bon sens, comme vous le dites, on est dans le royaume de l'absurdie là. Une toute petite rue comme ça qu'ils aillent... On vivait calmement, c'est un enfer maintenant, un enfer. Si vous pouviez faire remonter véritablement toutes les remarques qui ont été faites et qui sont juste du bon sens élémentaire. Non, mais c'est sûr, et sur les bancs notamment, j'entends que c'est quelque chose auquel on est nous très attentifs sur cette rue-là et sur toutes les autres de l'arrondissement d'ailleurs. On passe beaucoup de temps à enlever des bancs, déplacer des bancs, remettre des bancs, et en fait les usages du jour sont pas les usages de la nuit. Des bancs qui en journée seraient en tout cas appréciables pour les parents d'élèves qui ont des enfants qui attendent devant l'école, etc., qui viennent avec des petits, etc., qui la journée profiteraient de ces aménagements, ou pour aussi des personnes âgées qui... on reçoit beaucoup de courriers de personnes âgées qui nous demandent « Mais pourquoi vous avez retiré ce banc sur lequel, sur mon trajet entre la maison et la boulangerie, je m'asseyais souvent ?» Et voilà, c'est très très classique. Et à l'inverse, qui est du squat le jour, la nuit, le soir, c'est aussi une autre réalité. Voilà. Donc j'entends cette remarque des bancs. D'ailleurs, sur le plan que je montrais tout à l'heure, il n'y en avait pas. On s'interroge aussi sur quel banc on met, du granit, pas de granit. Voilà, donc je note que c'est...
Pour les riverains, c'est pas vrai qu'on souhaité. on a aussi des plaintes parfois quand ce sont des assises en granit qui sont pas forcément conformes à l'esthétique parisienne et les blocs de granit sont pas forcément très heureux. Donc parfois il y a des demandes de bancs d'Aview classiques, mais effectivement il y a aussi des mauvais usages. Donc peut-être que comme d'autres rues aux écoles, on peut se contenter d'avoir un espace végétalisé mais sans banc. Je note. Et sur les éboueurs qui rentrent en marche arrière, c'est quelque chose. Alors moi, mon autre casquette, c'est que je signe aussi tout un tas d'emprises de chantier sur l'arrondissement, et les marches arrière de véhicules et notamment de poids lourds, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. On sait pas forcément. Même eux, ils sont gênés et ils bloquent l'entrée de la rue Sextus-Michel. Là, les voitures peuvent pas passer. Là, c'est des éboueurs, donc en plus des collègues, donc on va voir avec eux ce qui leur pose problème sur ces aménagements. Alors, en fait, d'une part, ils ont les clés, donc les clés des cadenas, donc ils pourraient ouvrir et passer en marche avant et rentrer. Vous me dites, et j'avais aussi observé ailleurs, mais c'est bien pareil, qu'ils ne le font pas parce qu'ils perdent du temps. Ils ont des cadences incroyables à respecter, et voilà. Donc il y a des arrangements à trouver, peut-être avec l'école qui doit déposer ses poubelles 50-30 mètres plus loin, ou les éboueurs qui doivent, en tout cas, pas rentrer en marche arrière sur ces. Une question de stationnement. Les motos stationnent de façon sauvage. Or, il était prévu au 1er janvier de les verbaliser, c'est repoussé au 1er septembre. Est-ce que ça va réellement être tenu, ça ou pas? Alors, cette décision de la mairie. Ils ont fermé la rue carrément. Alors, dans une aire piétonne, dans une rue comme celle-ci, le stationnement est interdit. Alors, le stationnement. Non, je parle de la rue Sextus-Michel, parce que les 50 motos qui étaient pour les étudiants. Maintenant, elles n'ont plus le droit d'y aller, les places ont été neutralisées. Non. Elles viennent chez nous. Oui. Alors, et ils nous bloquent les entrées de parking. Il n'y a personne sur les trottoirs, mais ils bloquent les places de voitures. C'est la gabegie, c'est le foutoir. Alors, deux choses. Sur les motos, il est prévu de les faire payer, de leur faire payer le stationnement. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pas plus d'informations que le 1er septembre. Par contre, si vous voyez des motos stationnées devant chez vous, parce que c'est sur ces endroits-là que ça vous gêne, sur l'application Dans ma rue, vous pouvez faire des signalements en direct à la direction de la police municipale, qui vient verbaliser relativement rapidement, parce que quand ils savent qu'il y a quelqu'un à verbaliser, pour eux c'est aussi plus. Je l'ai fait plusieurs fois. La fourrière est venue d'ailleurs. Voilà, donc. Mais c'est pénible, quoi. Mais monsieur, on va aussi signaler, effectivement, il n'est pas normal qu'il y ait un impact sur la rue Sextus-Michel et que cet aménagement provoque des inconvénients de cette nature. Donc, je l'ai déjà signalé à mon collègue qui s'occupe de la police municipale. On va demander, évidemment, qu'il y ait des patrouilles régulières pour que les véhicules concernés soient verbalisés, surtout lorsqu'effectivement ils n'auront pas payé leur droit de stationnement, même si ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, lorsqu'ils sont placés dans des situations gênantes ou dangereuses, voilà, bien sûr, on a la possibilité quand même de demander une attention, une vigilance particulière à la police municipale. Oui, c'est vrai que quand on est sur place, c'est un peu bizarre parce que vous appelez ça rue aux écoles et en fait, il n'y a pas d'entrée d'école. C'est marqué accès livraison cuisine et accès pompier. Donc, qui n'a rien à voir. Vous parliez de François Copé, qui est absolument une réussite, hein, ça faut le dire. Mais il y avait une entrée d'école, ce qui s'appelle une rue aux écoles. Là, le bon sens, c'était quand même la rue Rouelle, où vous avez l'entrée des deux écoles, garçons-filles. C'est une rue qui est très étroite. Les voitures vont très vite quand même. Et il y a des arbres, il y a des bancs. Là, on pouvait faire quelque chose. Et quand vous parlez d'un parking, le parking, il est juste en début de la rue. Donc, ça gênait absolument pas de faire une rue aux écoles. C'est vrai que si le premier choix avait été la rue Rouelle, c'était le bon sens. Mais apparemment, il n'est pas partagé par tout le monde. Parce que de l'autre côté, les voitures peuvent y aller. Ça gêne fichtrement personne de l'autre côté, la rue Schützenberger. Franchement, c'était la rue Rouelle qui s'imposait. Très peu de trafic. Madame, si le trafic avait été dévié de la rue Rouelle à la rue Schützenberger, je suis à peu près certain qu'il y a un certain nombre de riverains qui n'auraient pas non plus apprécié. Mais il n'y a rien qui donne sur cette rue. Dans la rue Schützenberger, vous n'avez rien. Il y avait le derrière de l'école. Alors, justement, il y a une ouverture possible. Le principe, évidemment, cette rue aux écoles n'a été mise en place que dans l'optique d'une ouverture de l'école, non pas sur la rue Rouelle, mais sur la rue Schützenberger. Oui, mais à ce moment-là, c'est pas abrité. Vous donnez carrément sur la cour, donc c'est pas évident que les élèves et l'école aient envie que les enfants attendent. Voilà. Tout ça et l'entrée est très jolie du côté de la rue Rouelle et absolument pas du côté de l'autre côté. Elle n'est pas classée du tout du côté de la Schützenberger. Hein. Les services de voirie, comme tout. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, les services de voirie ont mis en place cet aménagement précisément parce que l'ouverture de l'école va se faire. À quelle échéance, je ne sais pas si c'est pour la prochaine rentrée, sur la rue Schützenberger. Oui, mais là, vous avez dit que c'était la mairie de Paris qui avait proposé la rue Rouelle en premier, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui. C'est bien ça. Hein. Oui. Donc le premier choix, c'était quand même la rue Rouelle.
C'est ça. Voilà. D'accord, donc c'est la logique et le bon sens, c'était quand même ça qui s'imposait quand on arrivait. En fait, moi, là, pour être tout à fait transparente, et comme l'a expliqué Jacques-Henri Semel, nous, on est un service technique. Donc, en fait, on propose des scénarios que les élus ensuite arbitrent. Donc, il y a les élus du 15e, les élus de l'hôtel de ville. Les élus de l'hôtel de ville, ils ont cette politique de rue aux écoles que nous, d'une manière ou d'une autre, nous service, la mairie du 15e, comme expliqué tout à l'heure, on est obligé, on doit appliquer. Donc, nous, on avait en effet proposé 2 scénarios, un avec la fermeture de l'école Rouelle et l'autre avec la fermeture de la rue Schützenberger. Il y avait des impacts, des avantages et des inconvénients différents selon les scénarios sur la circulation, le stationnement, la tranquillité, les possibilités d'aménagement. Et les élus du 15e, comme l'expliquait Jacques-Henri Semel, nous ont demandé, nous, service de voirie, de travailler sur cette partie Schützenberger parce qu'il y aurait un projet à terme de déplacement de l'entrée de l'école. Et donc, ça formait un tout qualitatif. Il se trouve que la direction de la voirie a eu des crédits pour faire ça avant la direction des constructions publiques et de l'architecture. Donc aujourd'hui, ça peut vous sembler peut-être absurde. En tout cas, nous, c'est la commande qu'on avait, nous, voirie, de travailler à l'aménagement provisoire l'été dernier et qualitatif l'été prochain de cette rue. Ok, merci. Bien, je crois que, évidemment, comme tout messager, c'est vous qui avez pris, hein, c'est normal. Mais au moins ça a permis aux gens de s'exprimer, d'exprimer leur mécontentement de façon générale, mais je pense qu'avec quelques améliorations, surtout en virant ces bancs, parce qu'ils sont des points de fixation de la délinquance, on le sait tous. J'en ai fait virer un dans ma rue il y a 2 ans, voire 2. Et monsieur le maire a eu l'obligeance de bien vouloir accepter, et je l'en remercie ce soir. Donc voilà, merci à vous, merci à tout le monde, merci pour vos interventions, et je vous donne rendez-vous au prochain conseil du quartier dont je n'ai pas la date. Mais vous serez... Ça n'a pas le moral. Merci beaucoup et très bonne soirée.